Mon fils a pris ma maison de campagne et l'a donnée à la famille de sa femme. Il a dit qu'elle leur appartenait désormais. Il n'avait aucun droit d'y aller. J'ai simplement hoché la tête et souri. Lorsqu'ils sont arrivés pour emménager, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Je vais tout vous raconter depuis le début. Mais d'abord, permettez-moi de remercier rapidement chacune d'entre vous, belles âmes qui écoutez la voix de grand-mère aujourd'hui. Votre amour et votre soutien me remplissent le cœur de J. Si vous appréciez les histoires que je partage avec vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. J'adore lire vos commentaires. Alors dites-moi de quelle ville vous me suivez aujourd'hui. Je vous ferai peut-être une petite mention spéciale dans mon prochain article. La merveilleuse mention d'aujourd'hui va à la douce Emma de Californie. Merci pour vos gentils mots, mon cher cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé dans ma maison de campagne. J'ai vécu une longue vie, 73 ans pour être exact, et j'ai appris que parfois, la réponse la plus discrète est la plus puissante. On s'attend à des larmes, des disputes, des ripostes. Mais chérie, j'ai découvert qu'un doux sourire peut déplacer des montagnes, ce que des cris n'auraient jamais pu faire. La maison de campagne n'était pas n'importe quelle maison. C'était mon sanctuaire. Mon défunt mari, Robert, et moi avons acheté cette petite cabane il y a 45 ans, alors que notre fils Michael n'avait que 3 ans. À l'époque, elle n'avait rien d'extraordinaire. Juste 2 chambres, une salle de bain et une minuscule cuisine. Mais oh, quel rêve nous avions pour cet endroit. Robert a fait des heures supplémentaires à l'usine tous les week-ends pendant 5 ans, juste pour payer les agrandissements que nous souhaitions. Je revois encore Robert ces samedis matins, une tasse de café dans une main, un mètre ruban dans l'autre, planifiant l'emplacement de la grande véranda. Martha, disait-il, un jour, nous nous installerons sur cette balancelle et regarderons nos petits-enfants jouer dans ce jardin. Et c'est ce que nous avons fait, mes chers. Absolument. J'ai peint chaque pièce moi-même pendant que le petit Michael faisait la sieste. Robert a construit cette véranda de ses propres mains, planche par planche. Nous avons planté les pommiers qui dominent aujourd'hui la propriété. Chaque recoin de cette maison gardait un souvenir. Chaque planche racontait une histoire. Lorsque Robert est décédé il y a 8 ans, cette maison est devenue encore plus précieuse à mes yeux. C'était là que je me sentais le plus proche de lui, où son esprit vivait encore dans chaque craquement de pas et chaque ombre familière. Après la mort de Robert, j'ai passé tous les week-ends à la maison de campagne. Parfois, je restais une semaine entière assis sur la balancelle qu'il avait construite, à boire mon café du matin et à lui parler comme s'il était encore là, à mes côtés. La maison avait besoin de quelques réparations. Certes, les gouttières fuyaient un peu lors des fortes pluies. Certaines moustiquaires étaient trouées, mais c'était la mienne. C'était le seul endroit au monde où je me sentais complètement en paix, complètement moi-même. Michael venait souvent lui rendre visite les premières années après le décès de son père. Il y amenait sa femme Sandra et leurs 2 enfants. Nous passions de merveilleux moments ensemble, mais peu à peu les visites se sont espacées. Sandra semblait mal à l'aise là-bas, se plaignant toujours des vieux meubles ou de la cuisine démodée. J'aurais dû prêter plus attention aux signes. Michael avait changé d'attitude pendant des mois avant la conversation qui a tout changé. Nos appels hebdomadaires sont devenus de plus en plus courts. Quand je proposais des dîners en famille, il était toujours trop occupé par le travail ou les obligations familiales de Sandra. Sandra ne m'adressait presque plus la parole lors des rares moments où nous nous voyions. Elle restait assise à consulter son téléphone pendant que j'essayais de discuter avec mes petits-enfants. Je me répétais sans cesse que ce n'était qu'une phase, comme toutes les familles traversent des périodes difficiles. Je cherchais des excuses à leur comportement parce que je les aime tellement. Mais avec le recul, je me rends compte qu'ils prévoyaient déjà de profiter de ma gentillesse. Ils ont pris ma gentillesse pour de la faiblesse, mon amour pour de la bêtise. La conversation qui m'a brisé le cœur a eu lieu un mardi matin froid de novembre. Michael m'a appelé pour me demander si on pouvait déjeuner ensemble au Peterson's Dîner, le petit restaurant du centre-ville où je l'emmenais manger des pancakes aux pépites de chocolat quand il était petit. J'ai pensé qu'il voulait peut-être parler de ses projets de Noël ou me demander conseil. J'étais tellement impatiente de passer du temps avec mon fils, mais en arrivant, son visage était grave, presque froid. Il touchait à peine à sa nourriture. Il restait assis là, à tripoter sa serviette, comme s'il cherchait son courage. Finalement, il m'a regardé de l'autre côté de la table et m'a dit « Maman, les parents de Sandra ont des problèmes financiers. Leur bail expire le mois prochain et ils n'ont pas les moyens de le renouveler. » J'ai hoché la tête avec compassion, réfléchissant déjà à comment on pourrait les aider.
Puis Michael a lâché la bombe qui a bouleversé mon monde. Nous avons décidé de les laisser vivre dans la maison de campagne. C'est parfait pour eux. Ils sont à la retraite maintenant et ils ont besoin d'un endroit paisible pour passer leurs vieux jours. J'avais l'impression qu'on m'avait versé de l'eau glacée dans les veines, mais je suis resté calme, j'ai gardé ma voix posée. Michael, chérie, c'est ma maison. C'est là que ton père et moi. Il m'a interrompu d'un geste de la main. Maman, soyons réalistes. Tu n'utilises presque plus cet endroit. Il est juste vide la plupart du temps. Les parents de Sandra en prendront bien soin et ça résoudra les problèmes de tout le monde. Sa façon de le dire, si désinvolte, si dédaigneuse, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Comme si 45 ans de souvenirs ne signifiaient rien. J'étais assise là, à fixer cet homme qui ressemblait à mon fils mais qui avait l'air d'un parfait inconnu. Michael, ai-je dit doucement, c'est dans cette maison que tu as appris à faire du vélo, où nous fêtions tous les anniversaires et Noël. Où ton père t'a appris à pêcher dans les temps derrière. Il s'est agité, mal à l'aise. Je sais, maman, mais c'est du passé. Il faut penser aux aspects pratiques maintenant. Les parents de Sandra n'ont nulle part où aller, et tu as ta propre maison en ville. Tu n'as pas besoin de 2 maisons. Le mot « besoin » flottait entre nous comme une claque. Comme si l'amour, les souvenirs et une vie de sacrifice pouvaient se mesurer à un simple besoin. Comme si l'endroit où je me sentais le plus proche de mon défunt mari n'était qu'un bien supplémentaire à distribuer comme une charité. En as-tu parlé avec les parents de Sandra? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Bien sûr, répondit Michael. Et pour la première fois, il parut un peu coupable. Ils sont très reconnaissants. La mère de Sandra planifie déjà la disposition des meubles et l'emplacement de sa machine à coudre. Ils avaient tout planifié, pris toutes les décisions sans même me consulter, sans penser à mes sentiments, sans se rappeler que chaque meuble de la maison avait été choisi par Robert et moi ensemble, que chaque pièce recelait des souvenirs sacrés qu'ils piétineraient avec leur réaménagement et leur changement. J'ai ressenti une douleur si vive dans la poitrine que j'ai cru faire une crise cardiaque. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé du poing sur la table comme je le voulais de toutes mes forces. Au lieu de cela, j'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai tapoté doucement la main de mon fils. Si c'est ce que tu as décidé, Michael, alors je suppose que c'est ce qui va se passer. Son visage exprimait la confusion, puis le soulagement, puis quelque chose qui aurait pu être de la déception. Je pense qu'une partie de lui s'attendait à ce que je riposte pour faire preuve de courage. Mais j'avais appris depuis longtemps que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire est de ne rien faire du tout. Pas du tout. Parfois, le silence est plus éloquent que les cris. Parfois, une acceptation douce peut accomplir ce que les arguments n'auraient jamais pu accomplir. Après le déjeuner, je me suis rendu directement au cabinet de mon avocat. Maître Harrison s'occupait des affaires juridiques de notre famille depuis plus de 20 ans. C'était l'un des amis les plus proches de Robert et il connaissait notre situation financière dans les moindres détails. « Martha » m'a-t-il dit lorsque je suis entré dans son bureau, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Je lui ai tout raconté sur l'annonce de Michael, l'emménagement des parents de Sandra chez moi, et comment ils avaient fait tous ces plans sans me consulter. Le visage de Maître Harrison s'assombrissait à chaque mot. Lorsque j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. « Martha, te souviens-tu des dispositions spéciales que Robert a insisté pour que nous incluions dans son testament? Voyez-vous, mon Robert n'était pas seulement un mari et un père aimant. C'était aussi un homme très sage qui comprenait la nature humaine mieux que quiconque. Lorsque nous avons mis à jour nos testaments 5 ans avant son décès, il a insisté pour y inclure des termes très précis. À propos de la maison de campagne. Martha, avait-il dit alors, j'aime Michael de tout mon cœur, mais j'ai vu ce qui arrive aux familles quand la propriété et l'argent entrent en jeu. Les gens changent. Ils oublient l'essentiel. Robert s'assura donc que la maison de campagne ne puisse pas être donnée ou vendue sans procédure légale très précise. La maison était protégée par ce qu'on appelle une fiducie familiale. Avec moi comme unique fiduciaire, même si quelque chose m'arrivait, la maison ne pouvait être transférée à des personnes extérieures à la famille sans un contrôle judiciaire. Monsieur Harrison sortit l'épais dossier contenant le testament de Robert et étala les papiers sur son bureau. « Regarde, Martha, » dit-il en désignant un paragraphe que j'avais complètement oublié. Robert a été très clair. La maison de campagne doit rester dans la lignée familiale.
Si quelqu'un tente de transférer la propriété ou la possession à des personnes extérieures à la famille sans procédure légale appropriée, la fiducie prend automatiquement en charge la gestion de la propriété. Mon cœur s'est mis à battre plus fort en lisant les mots que mon mari avait écrits pour nous protéger. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Question posée. Monsieur Harrison a souri et, pour la première fois ce jour-là, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Cela signifie, chère Martha, que votre fils ne peut pas donner cette maison à sa belle famille. Légalement, c'est impossible sans votre consentement écrit et une décision de justice. Robert avait pensé à tout. Non seulement la maison était protégée contre toute cession, mais la fiducie comprenait également des fonds pour l'entretien et les réparations. De l'argent qui dormait sur un compte spécial depuis des années, produisant des intérêts en attente d'utilisation. De combien d'argent s'agit-il? Question posée. Monsieur Harrison a fait quelques calculs rapides sur son ordinateur. Avec les intérêts des 8 dernières années, il reste environ 47 000 $ disponibles pour l'entretien de la maison, les impôts fonciers et les mesures de sécurité. 47 000 $. Mon cher Robert avait pris soin de nous, même depuis l'au-delà. Toutes ces années de quarts supplémentaires et de travail de week-end avaient payé bien plus que des matériaux de construction. Il nous avait bâti une forteresse protectrice dont Michael ignorait même l'existence. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé à monsieur Harrison. Eh bien, a-t-il dit en se calant dans son fauteuil, nous devons activer officiellement la fiducie et informer toutes les parties concernées. Cela implique d'envoyer des lettres officielles à Michael et Sandra expliquant la situation juridique. Nous devrons également mettre en place des mesures de sécurité sur la propriété pour empêcher toute occupation non autorisée. J'ai repensé à l'expression de Michael lorsqu'il a reçu cette lettre. Une partie de moi était désolée pour lui, sachant combien il serait gêné devant la famille de Sandra. Mais une part plus importante de moi était soulagée. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Mon Robert me protégeait toujours, se battait toujours pour ce qui était juste, veillait toujours à ce que notre héritage familial soit préservé. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Dorothy en Floride. À 81 ans, c'est la seule personne qui nous ait vraiment connus, Robert et moi, quand nous étions plus jeunes. Dois, ai-je dit lorsqu'elle a répondu au téléphone, tu ne devineras jamais ce que Robert a fait. Je lui ai tout raconté sur la fiducie, sur la protection qu'il avait inscrite dans son testament, sur la façon dont il avait su que ce jour arriverait. Dorothy est restée silencieuse un instant, puis elle s'est mise à rire. Pas un rire méchant, mais le rire chaleureux et reconnaissant de quelqu'un qui connaissait le caractère de mon mari depuis 50 ans. Voilà notre Robert, a-t-elle dit, toujours en avance sur son temps, toujours à s'occuper de ses filles. L'entendre dire ses filles m'a fait pleurer de joie. Même après son départ, Robert s'occupait toujours de ses filles. Le lendemain matin, monsieur Harrison a appelé pour donner des nouvelles. Il avait envoyé des lettres recommandées à Michael et Sandra expliquant la situation juridique de la maison de campagne. Il avait également fait installer de nouvelles serrures et un système d'alarme de base par une entreprise de sécurité. L'équipe de sécurité a découvert quelque chose d'intéressant en inspectant la maison. Il a dit qu'il semblait que quelqu'un était déjà passé sur place pour mesurer les pièces et faire des recherches. Note sur l'emplacement des meubles. Mon sang se glaça. Les parents de Sandra étaient déjà venus chez moi, planifiant leur reprise comme si de rien n'était. Ils avaient parcouru les pièces où Robert et moi avions aimé, ri et élevé notre fils. Ils avaient probablement discuté des biens précieux qu'ils jetteraient pour faire de la place au leur. Mais l'équipe de sécurité avait fait plus que simplement changer les serrures. Ils avaient installé des caméras qui nous alertaient si quelqu'un tentait d'entrer dans la propriété sans autorisation. Ils avaient également installé des panneaux très officiels expliquant que la propriété était désormais sous protection légale et que toute intrusion entraînerait des poursuites immédiates. Martha, dit M. Harrison, je tiens à ce que vous sachiez que tout est parfaitement légal et transparent. La fiducie de votre mari a été savamment élaborée et personne ne peut la contester avec succès. La maison est à vous, et elle le restera aussi longtemps que vous le souhaiterez. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi paisiblement cette nuit-là, sachant que l'amour de Robert m'enveloppait toujours comme une couverture chaude. Michael m'a appelé le lendemain. Sa voix tremblait de colère et de gêne. « Maman, de quoi parle cette lettre légale? Les parents de Sandra sont humiliés. Ils ont déjà donné leur préavis à leur appartement. Ils ont vendu une partie de leurs meubles. Maintenant, tu leur dis qu'ils ne peuvent pas emménager dans la maison. C'est insensé. » Je l'ai laissé se défouler quelques minutes. Puis j'ai parlé très calmement. « Michael, mon chéri,
J'ai essayé de te dire au déjeuner que cette maison avait une signification particulière pour moi. Tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, tu apprends que ton père a protégé notre maison familiale d'une manière que tu n'as jamais comprise. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Michael a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur une fois de plus. Maman, tu es en train de détruire mon mariage. Sandra est furieuse contre moi. Ses parents pensent que je leur ai menti. Michael, ai-je dit doucement, je ne détruis rien. Tu as créé cette situation en décidant de donner quelque chose qui ne t'appartenait pas. Ton père a passé 45 ans à construire et à protéger cette maison pour notre famille. Pas pour la famille de Sandra. Pour personne d'autre. Pour nous. J'entendais Sandra crier en arrière-plan. Mais je ne comprenais pas ses paroles. La voix de Michael se réduisit à un murmure. Maman, s'il te plaît, on ne pourrait pas trouver un arrangement? Les parents de Sandra pourraient peut-être te louer la maison. Ou peut-être pourraient-ils simplement y rester temporairement jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Robert, à ce qu'il voudrait que je fasse. Mon fils, ai-je dit, le testament de ton père est très clair. La maison reste dans notre lignée. C'est définitif. Ce samedi-là devait être le jour où les parents de Sandra devaient emménager dans ma maison de campagne. Au lieu de cela, ce fut le jour où ils apprirent que le mari de leur fille leur avait promis quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu le droit de donner. Selon l'entreprise de sécurité, un camion de déménagement est arrivé à la propriété vers 9 heures du matin. Les parents de Sandra, Michael, Sandra et même mes deux petits-enfants étaient là, prêts à aider pour un déménagement important. Mais lorsqu'ils ont essayé d'utiliser l'ancienne clé, elle n'a pas fonctionné. Lorsqu'ils ont essayé de forcer une fenêtre, le système d'alarme s'est déclenché. Et lorsqu'ils ont appelé la police pour signaler un cambriolage, les agents ont dû expliquer qu'ils tentaient de pénétrer dans une propriété protégée par la loi. Monsieur Harrison m'a appelé vers midi pour me signaler ce qui s'était passé. Martha, la situation à la maison a été résolue pacifiquement. Les policiers ont été très professionnels et ont expliqué la situation juridique à toutes les personnes concernées. Les beaux-parents de Michael étaient naturellement contrariés, mais ils ont reconnu avoir reçu des informations erronées sur leur capacité à occuper la propriété. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour la gêne que mon fils a dû ressentir, mais soulagement que la planification minutieuse de Robert ait protégé notre maison familiale. Que va-t-il se passer ensuite? A-t-il demandé. Eh bien, dit M. Harrison, je crois que Michael voudra probablement avoir une conversation sérieuse avec toi très bientôt. Cette expérience lui a probablement ouvert les yeux sur des choses qu'il n'avait pas envisagées auparavant. Michael s'est présenté à ma porte le soir même. Mais ce n'était pas l'homme sûr de lui et dédaigneux qui avait annoncé ses plans au restaurant quelques jours plus tôt. C'était mon petit garçon, celui qui se blottissait sur mes genoux quand il était effrayé ou confus. Ses yeux étaient rouges et ses épaules affaissées sous le poids de ses erreurs. « Maman, dit-il doucement, je peux entrer? Je crois qu'il faut qu'on parle. » J'ouvris grand la porte et le conduisis à la table de la cuisine où nous avions eu tant de conversations importantes au fil des ans. Je lui préparai une tasse de café comme il l'aimait enfant, avec un peu de sucre et un peu de crème. Pendant plusieurs minutes, nous restâmes assis là, dans le silence confortable d'une mère et d'un fils qui s'étaient retrouvés. « J'ai fait une erreur, maman, » dit finalement Michael d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai fait une telle erreur. Je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser. » J'ai tendu la main par-dessus la table et je l'ai prise, comme je l'avais fait quand il était petit et avait besoin de réconfort. Commence là où tu dois, ma chérie. Je t'écoute. Et puis les vannes se sont ouvertes. Michael m'a tout raconté. Comment Sandra l'avait mis sous pression pendant des mois pour qu'il demande la maison. Comment ses parents avaient laissé entendre qu'ils avaient besoin d'un endroit pour leur retraite. Comment Sandra l'avait convaincu que j'étais égoïste en gardant une si grande maison alors que je vivais seule. Comment il avait commencé à croire que la mémoire de son père n'était pas aussi importante que le bonheur de sa femme. Lorsqu'il a fini de parler, nous étions tous les deux en pleurs. « Maman, j'ai oublié qui m'a élevée, » a dit Michael à travers ses larmes. « J'ai oublié les valeurs que papa m'a inculquées. J'ai oublié que la famille, c'est la loyauté et le respect, pas seulement prendre tout ce qu'on veut de ceux qui nous aiment le plus. » Je lui ai serré la main plus fort. « Michael, on fait tous des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons et de faire les choses bien. » Il a levé vers moi des yeux qui m'ont tellement rappelé Roberts. Comment puis-je arranger ça? Les parents de Sandra ne veulent même pas me parler.
Sandra parle de thérapie de couple. Les enfants n'arrêtent pas de me demander pourquoi grand-mère et grand-père ne peuvent pas emménager dans la jolie maison comme promis. J'ai blessé tous ceux que j'aime, toi y compris. J'ai bien réfléchi avant de répondre. C'était un de ces moments qui allait façonner notre relation pour les années à venir. Michael, la première chose à faire est d'avoir une conversation franche avec Sandra. Un vrai mariage se construit sur la compréhension et le respect des deux familles, pas seulement d'une seule. Si elle ne peut pas accepter que ton père ait protégé notre maison familiale pour de bonnes raisons, alors tu as des problèmes plus importants que l'endroit où ses parents vont vivre. Michael hocha lentement la tête. Et la deuxième chose qu'il me demanda, c'est que tu dois m'aider à trouver un moyen d'aider les parents de Sandra sans donner ce qui ne m'appartient pas. Il y a peut-être d'autres solutions que nous n'avons pas encore envisagées. Au cours de l'heure qui suivit, Michael et moi élaborâmes un plan qui honorerait les deux familles. La maison de campagne resterait notre propriété, comme Robert le souhaitait, mais Michael et Sandra m'aideraient à trouver des logements seniors abordables pour ses parents. S'ils avaient besoin d'une aide financière pour un acompte ou des frais de déménagement, j'envisagerais de les aider avec mes propres économies. Ce n'est pas une question d'argent, maman, a dit Michael. C'est que les parents de Sandra se sentent importants pour notre famille. Ils ont été blessés que je leur ai promis quelque chose et que je n'ai pas pu le tenir. Je le comprenais parfaitement. Faire partie d'une famille, c'est être valorisé et inclus, pas seulement toléré. Michael, ai-je dit, pourquoi n'invites-tu pas Sandra et ses parents à dîner dimanche prochain? J'aimerais m'excuser personnellement auprès d'eux pour la confusion et discuter de moyens de travailler ensemble comme une grande famille. Son visage s'est illuminé comme un sapin de Noël. Vraiment, maman, tu fais ça après tout ce qui s'est passé? J'ai souri à mon fils, le cœur rempli d'amour et de pardon. Chérie, c'est comme ça que font les familles. On surmonte les problèmes ensemble. On ne s'abandonne pas les uns les autres quand les choses deviennent difficiles. Ce soir-là, Michael m'a aidé à préparer un menu spécial qui comprendrait certains des plats préférés des parents de Sandra. C'était si bon de planifier quelque chose de positif plutôt que de gérer des conflits et des sentiments blessés. Le dîner du dimanche a été un franc succès. Les parents de Sandra, Jim et Carol, étaient d'abord nerveux et gênés par toute cette situation. Mais j'ai fait en sorte qu'ils se sentent accueillis et valorisés dès qu'ils ont franchi ma porte. Jim, Carol, ai-je dit en les serrant tous les deux dans mes bras. Je suis vraiment désolé pour le désordre à la maison. Michael aurait dû expliquer la situation juridique avant de faire des promesses, mais j'espère que tu sais que tu es toujours le bienvenu dans notre famille, et j'aimerais t'aider à trouver un endroit merveilleux où passer ta retraite. À la fin de la soirée, nous rions tous et partagions des anecdotes comme si nous étions amis de longue date. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de merveilleux s'est produit. Au lieu d'être une source de division dans notre famille, la maison de campagne est devenue un lieu qui nous a rapprochés. Michael et Sandra ont recommencé à nous rendre visite régulièrement, emmenant leurs petits-enfants jouer dans le jardin où leur père avait joué 40 ans plus tôt. Jim et Carol nous rejoignaient parfois, et Carol m'a même aidé à replanter certains massifs de fleurs qui avaient pris de l'ampleur. Nous leur avons trouvé un bel appartement dans une résidence pour personnes âgées à seulement 20 minutes de chez Michael et de chez moi. Le fonds fiduciaire que Robert avait constitué couvrait même leurs frais de déménagement et leurs dépôts de garantie. Tout le monde était heureux et, plus important encore, tout le monde se sentait valorisé et inclus. Un soir, après le dîner, Sandra m'a pris à part et m'a dit quelque chose qui m'a fait vibrer le cœur. « Martha, je te dois de grandes excuses. J'étais tellement absorbée par la résolution du problème de logement de mes parents que j'ai oublié de prendre en compte tes sentiments pour la maison. » Michael m'a raconté toutes les anecdotes sur la façon dont Robert et toi avez construit cette maison ensemble. Et je comprends maintenant pourquoi elle est si spéciale pour toi. J'ai honte de l'avoir poussé à demander quelque chose d'aussi précieux sans penser à ce que cela signifiait pour toi. Je l'ai serré fort dans mes bras et lui ai dit que la compréhension et le pardon étaient l'essence même de la famille. La maison de campagne elle-même n'a jamais été aussi belle. Grâce à l'argent du fonds fiduciaire, j'ai pu engager des entrepreneurs pour réparer les gouttières qui fuyaient, remplacer les vieilles fenêtres et donner un coup de neuf à toute la maison. Michael et Sandra m'ont aidé à choisir de nouveaux meubles pour certaines pièces, des pièces qui honoraient les vieux souvenirs tout en créant de l'espace pour les nouveaux. Les petits-enfants ont maintenant leur propre chambre, décorée de photos de leurs aventures à la maison. Jim m'a aidé à réparer le vieux quai de pêche. Et maintenant, Michael et lui emmènent les enfants à la pêche tous les week-ends. C'est exactement ce que Robert aurait souhaité.
La maison était remplie de rire et d'amour en famille. 6 mois après ce terrible déjeuner au Peterson's dîner, Michael m'a fait la surprise d'une chose qui m'a fait verser des larmes de joie. Il travaillait en secret avec un photographe local pour créer un magnifique livre de souvenirs de famille de la maison de campagne. Des photos d'anniversaire, de matins de Noël, de parties de pêche, de garden party, 45 ans de moments précieux. Le tout compilé dans un magnifique livre de poche. Maman, m'a-t-il dit en me l'offrant, j'ai réalisé que j'avais oublié ce que cette maison représente vraiment. Ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est le cœur de notre famille. C'est là que l'amour de papa vit encore, et c'est là que nous continuerons à créer des souvenirs pour les générations à venir. La dernière page du livre photo contenait une lettre que Michael avait écrite à son père. Dans cette lettre, il remerciait Robert d'avoir eu la sagesse de protéger le foyer familial et promettait d'inculquer à ses propres enfants les mêmes valeurs de loyauté, de respect et d'amour que lui-même avait apprises en grandissant. « Papa, disait la lettre, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre ce que tu essayais de m'apprendre. Mais la douce force de maman et tes conseils constants m'ont aidé à retrouver l'essentiel. Je promets d'être le genre de fils, de mari et de père dont tu seras fier. » En lisant cette lettre, j'ai ressenti la présence de Robert avec une telle force. C'était comme s'il était assis à mes côtés. Aujourd'hui, notre famille est plus forte que jamais. Michael m'appelle tous les jours, non pas par obligation, mais par envie. Sandra et moi sommes devenus de véritables amis, partageant recettes, conseils de jardinage et anecdotes sur les plaisanteries de nos petits-enfants. Jim et Carol sont comme les parents que je n'ai jamais eus, et ils sont devenus des habitués de nos dîners du dimanche et de nos fêtes. La maison de campagne nous a tous appris que l'amour ne consiste pas à obtenir tout ce que l'on désire. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment et d'être prêt à travailler ensemble pour le protéger et le préserver. On me demande parfois si j'ai eu tort de laisser Michael apprendre sa leçon à la dure au lieu de simplement lui expliquer la situation juridique dès le début. Mais je ne pense pas. Parfois, il faut assumer les conséquences de ses choix pour vraiment comprendre pourquoi ils étaient mauvais. Michael avait besoin de ressentir ce que c'était que de perdre quelque chose de précieux. Il avait besoin de voir comment ses décisions se répercutaient. Cela a affecté d'autres personnes. Il avait besoin de retrouver les valeurs que Robert et moi lui avions transmises. Et surtout, il avait besoin d'apprendre que l'amour et le respect ne sont pas des acquis, même de la part de ceux qui nous aiment le plus. La confiance que Robert a établie a été une véritable bénédiction. Au-delà de la protection de la maison, elle nous a tous appris à planifier l'avenir et à réfléchir à l'impact de nos choix sur nos proches. Michael et Sandra ont maintenant créé leur propre fiducie familiale, garantissant ainsi que leurs enfants seront protégés des mêmes problèmes que nous. Jim et Carol ont fait de même, travaillant avec M. Harrison pour préserver leur propre héritage familial. C'est incroyable de voir comment la prévoyance d'un homme sage a créé des zones de protection qui profiteront à notre famille pour les générations à venir. La maison de campagne est aussi devenue un lieu de ressourcement pour moi personnellement. Dans les mois qui ont suivi la mort de Robert, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai cessé de prendre soin de moi correctement. Mais travailler aux réparations de la maison, organiser des réunions de famille et créer de nouveaux souvenirs avec mes petits-enfants m'a donné un sens à ma vie. J'ai recommencé à peindre, une activité que j'avais abandonnée il y a des années. La véranda est maintenant mon atelier, et j'y passe des heures à créer des images du jardin, de l'étang, des vieux chênes plantés par Robert. C'est ma façon de préserver la beauté qu'il a créée pour les générations futures. Le mois dernier, nous avons fêté ce qui aurait été le 76e anniversaire de Robert à la maison de campagne. Toute la famille était là, Michael et Sandra, les petits-enfants Jim et Carol, ma sœur Dorothy, venue de Floride par avion, et même quelques vieux amis de Robert de l'usine. Nous avons raconté des histoires, partagé des souvenirs et admiré le coucher de soleil depuis la balançoire qu'il avait construite de ses propres mains. Alors que le soir tombait et que les lucioles commençaient à danser dans le jardin, j'ai ressenti une immense gratitude pour l'homme qui m'avait suffisamment aimé pour protéger notre famille même après sa disparition. Sa sagesse, sa prévoyance et son amour inconditionnel nous ont sauvés d'une erreur qui aurait pu nous séparer à jamais. Les petits-enfants, qui ont maintenant 10 et 12 ans, ont commencé à se poser des questions sur l'héritage et la famille. L'héritage. Ils veulent comprendre pourquoi la maison de campagne est si spéciale et ce que signifie faire partie d'une famille qui valorise la loyauté et la tradition. Michael et moi avons commencé à discuter régulièrement avec eux d'argent, de propriété et de responsabilité. Nous voulons qu'ils comprennent qu'appartenir à une famille ne se résume pas à ce que l'on peut recevoir des autres. Il s'agit de ce que l'on peut apporter,
de ce que l'on peut protéger et de ce que l'on peut transmettre à la génération suivante. Ce sont des leçons qui leur seront utiles tout au long de leur vie. J'ai également commencé à faire du bénévolat auprès d'une association locale qui aide les familles à résoudre leurs litiges fonciers et successoraux. De nombreuses familles sont déchirées par des malentendus concernant l'argent et les biens. Mon histoire a aidé plusieurs autres familles à trouver des solutions pacifiques à des problèmes similaires. Un homme âgé m'a confié que l'histoire de la fiducie de Robert l'avait inspiré à mettre en place des protections similaires pour sa propre ferme familiale. Une veuve avec 3 enfants adultes s'est inspirée de notre exemple pour avoir des conversations franches sur sa planification successorale avant que des problèmes ne surviennent. Il est réconfortant de savoir que notre expérience aide d'autres familles à éviter les souffrances que nous avons traversées. La profession juridique a également remarqué la fiducie soigneusement élaborée de Robert. Maître Harrison m'a confié que plusieurs autres avocats ont demandé à étudier ces documents comme exemple d'excellente planification successorale. La clairvoyance de Robert, qui a su protéger les biens familiaux tout en tenant compte des besoins et circonstances légitimes, est devenue un modèle pour d'autres familles confrontées à des difficultés similaires. Je suis fière de savoir que la sagesse de mon mari continue d'aider les gens et d'avoir un impact positif sur le monde. Il disait toujours que la meilleure façon de laisser un souvenir impérissable était de laisser un monde meilleur qu'on ne l'avait trouvé. Je pense qu'il a atteint cet objectif. Assise aujourd'hui à contempler le jardin où Robert et moi avons passé tant d'heures heureuses ensemble, je suis remplie de gratitude pour le chemin parcouru. Oui, il y a eu des moments de douleur et de conflit. Oui, il y a eu des moments où je me suis demandé si notre famille guérirait un jour des erreurs commises, mais où, au final, l'amour nous comprend. Les valeurs que Robert et moi avons essayé d'inculquer à notre fils l'ont finalement ramené à ce qui était juste et vrai. La maison de campagne qui aurait pu nous diviser est devenue le fondement d'une famille plus forte et plus unie que jamais. Si vous écoutez cette histoire et que vous rencontrez des difficultés similaires avec votre propre famille, ne perdez pas espoir. On peut changer. L'amour peut surmonter les blessures les plus profondes. Et parfois, ce qui menace de déchirer une famille peut la rapprocher plus que jamais. Soyez patient avec ceux que vous aimez. Soyez ferme sur vos limites et vos valeurs, mais ne cessez jamais de croire que la rédemption et le pardon sont possibles, même dans les moments les plus sombres. La famille est un monde chaotique, compliqué et parfois douloureux, mais c'est aussi le cadeau le plus précieux que nous ayons au monde. La maison de campagne reste notre lieu de rassemblement familial, notre sanctuaire, notre rappel de ce qui compte vraiment dans la vie. Chaque été, nous organisons une grande réunion aux cousins. Tantes et oncles viennent de tout le pays pour passer du temps ensemble. Les enfants jouent dans le même jardin où leurs parents jouaient il y a des décennies. Les adultes s'assoient sur le porche de Robert, partageant des histoires et riant jusque tard dans la soirée. Et moi, la matriarche de cette belle famille, imparfaite et aimante, je suis assise dans mon fauteuil préféré et je m'émerveille de la sagesse d'un homme qui a créé un héritage qui perdurera pendant des générations. Voilà à quoi ressemble l'amour lorsqu'il est protégé, nourri et laissé grandir. Chers amis qui regardez La Voix de grand-mère, aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez que chaque famille a ses tempêtes et ses difficultés. Chaque famille traverse des moments où l'amour est mis à l'épreuve et les valeurs sont remises en question. Mais avec de la patience, de la sagesse et un engagement indéfectible envers ce qui est juste, ces tempêtes peuvent nous rendre plus forts au lieu de nous briser. N'ayez pas peur de fixer des limites quand c'est nécessaire. N'ayez pas peur de défendre vos convictions et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une force douce et d'une détermination tranquille. Parfois, la voix la plus douce est celle qui a le plus d'autorité. Parfois, le cœur le plus tendre est celui qui a le plus de courage. Alors que nous approchons de la fin de l'histoire d'aujourd'hui, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir fait ce voyage avec moi. Vos commentaires et messages comptent plus pour moi que vous ne le penserez jamais. Vous êtes nombreux à avoir partagé vos histoires de famille, vos difficultés et vos triomphes. Nous sommes tous liés par les expériences universelles d'amour, de perte, de pardon et d'espoir. Continuez à partager vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre sagesse et vos expériences aident d'autres personnes qui pourraient être confrontées aux mêmes difficultés. Nous sommes tous dans le même bateau, nous nous soutenons mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner à La Voix de grand-mère et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires hebdomadaires. Nous avons tellement d'autres histoires à partager sur la famille, l'amour, la résilience et la force de faire ce qui est juste, même dans les moments difficiles.
Votre soutien me permet de continuer à partager ces histoires et je vous suis reconnaissante pour chaque vue, chaque mention, j'aime et chaque commentaire. Vous faites vibrer le cœur de cette vieille grand-mère. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer et de suivre pour en savoir plus. Merci de votre attention.